Allez, on revient avec nos amis pour la suite de ce débat intéressant. Emmanuel Vivien Thomier est toujours là, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique à Ashraf Orosama. Lui, il est juriste, homme politique. Samir Orosama est également juriste défenseur des droits de l'homme. On va quitter N'Djamena, si vous le permettez, pour Cotonou au Bénin. La détention de l'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux, Rekiatou Madougou, est arbitraire et elle doit être libérée immédiatement, a jugé un groupe de travail de l'ONU dans un avis authentifié mercredi. Alors, Samir Orosama, c'est à vous de prendre la parole. C'est une bonne nouvelle pour cette dame que les gens admirent tant. C'est une bonne nouvelle symboliquement, puisque vous savez que ce genre de groupe de travail, puisqu'il en existe beaucoup, notamment ce groupe de travail sur la détention arbitraire qui donne des avis. On sait que sur le plan juridique, les avis ne sont pas contraignants. Donc ça ne donne pas force à la défense ou au conseil de Rekia Madougou de pouvoir obtenir la libération de la dame qui croupit en prison depuis 2021. Mais ce dont on peut être sûr, sur la base du travail qui a été fait, c'est que il y a véritablement des appréciations qui sont en train d'être faites au plan international sur ce qui se passe au Bénin, et notamment dans le cas de la dame qui est accusée de terrorisme, qui est accusée d'avoir financé qu'on assassine un certain nombre d'hommes politiques et que l'élection qui avait eu lieu à l'époque n'est pas lieu. Moi, je trouve que en 2022, où nous sommes, il est important qu'on puisse apprendre à faire confiance aux juridictions nationales. Donc, si une juridiction vous juge coupable d'un certain nombre de faits ou d'actes que vous avez posés avec puisque la défense dit que la juridiction ou l'État béninois n'a pas fourni des preuves, moi je pense que la décision de condamner la dame à 20 ans d'emprisonnement ou de réclusion n'est pas le fruit du hasard. Cela est basé sur un certain nombre d'éléments probants qui ont été apportés à la... C'est aussi indépendante au Bénin? Bien sûr. Vous savez, c'est plus facile de dire que la justice n'est pas indépendante. Moi, je trouve, à moins qu'on nous apporte des preuves qui... C'est aussi facile de dire que la justice est indépendante aussi. Mais ce à quoi nous devons être sûrs, c'est que Madame Rekiatou Madougou a eu droit à un procès équitable. Oui. Donc, elle a eu droit à une défense, elle a été écoutée, les éléments ont été apportés, elle a eu le droit de contredire ou non, et à la fin, les juges ont décidé à l'unanimité qu'elle est reconnue coupable. On doit s'en tenir à cela. Maintenant, pour l'apaisement de la situation qui prévaut actuellement au Bénin, vous savez, depuis quelque temps, le président en place, le président Patrice Talon a déjà annoncé un certain nombre de mesures pour libérer un certain nombre de détenus. Malheureusement, elle ne figure pas. Bien sûr. Vous savez qu'à l'époque, il y avait eu même un avis de telle sorte sur l'affaire à Javon. Vous savez, ça n'a pas abouti, ça n'a rien donné, ça n'a ni fait ni froid ni chaud au pouvoir en place au Bénin. Moi, je doute véritablement que choses dans un ensemble donné. Vous avez parlé tout à l'heure de ces patients à Javon qui a contribué, si on peut le dire, aider le président Patrice Talon à venir au pouvoir. Exactement. Quand on voit Joël Aïvon, quand on voit Rekiatou Madougou, quand on voit également d'autres opposants, on peut tirer une conclusion. On peut tirer la conclusion que, selon votre analyse, qu'il est en train de bastiller. Exactement. Mais je trouve que le fait d'avoir un statut d'opposant ne vous donne pas droit à une immunité totale. Vous avez raison. Donc ça ne vous donne pas droit à une immunité totale. Et lorsque vous posez des actes, vous devez être prêt à... Vous savez que les hommes politiques de façon globale sont prêts à utiliser tous les moyens pour accéder au pouvoir. Donc être opposant ne vous donne pas une image d'ange. Cela peut vous amener à poser un certain nombre d'actes qui peuvent tomber sous le coup de la loi. Donc moi, sur l'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est un avis non contraignant, mais qui est une bonne nouvelle pour Rekiatou Madougou, comme quoi on ne l'a pas oublié, et je pense qu'un beau jour, elle finira par sortir. Alors, doyen, en quoi cette nouvelle est bonne pour Madame Rekiatou Madougou? Contrairement à mon collègue, je pense que... Est-ce qu'il enrichit le débat? Oui. Dans un pays, la justice peut rendre justice et on peut se fier à cela et s'arrêter à cela. Mais l'histoire, la jurisprudence nous montre aussi qu'il est arrivé que la justice fasse des erreurs.
C'est en cela que beaucoup de pays ont aboli la peine de mort, puisque on peut te juger aujourd'hui coupable, mais demain, on peut voir qu'en fait, tu n'étais pas coupable. Ça, c'est arrivé plusieurs fois, pas seulement en Afrique, mais aussi aux États-Unis, dans plusieurs pays du monde. Donc, en matière de justice, on ne peut pas dire que tant que le juge a dit qu'il est coupable, donc il n'y a plus du tout de possibilité. On peut toujours, avec le temps, avoir d'autres versions. Il y a un homme qui a été condamné aux États-Unis d'Amérique pour meurtre, qui a été exécuté, mais après on a compris qu'il n'était pas coupable. En réalité, on n'a fait que le plonger pour se débarrasser de lui. Ça arrive. En politique, il y a des pouvoirs, je ne dis pas nécessairement que c'est le cas, mais il y a des pouvoirs qui instrumentalisent aussi la justice. Et de la même façon que les opposants sont prêts à tout faire pour arriver au pouvoir, comme tu l'as dit, mais que je ne partage pas nécessairement parce que la voie pour accéder au pouvoir aujourd'hui, c'est les urnes. La force est interdite pour accéder au pouvoir. Alors, le pouvoir aussi peut vouloir t'éliminer en tant qu'homme politique en passant par la justice. Ça se fait aussi. On se connaît en Afrique. On sait comment les choses se passent. Aujourd'hui, pour revenir à la décision de ce groupe de travail, c'est du show médiatique que cela va faire. Ça va donner du boom au cœur de notre sœur Rekia Madougou. Et puis, ses partisans seront contents que, écoute, mais ça n'a pas d'effet, malheureusement. Il n'y a pas de possibilité que ce groupe ou même l'ONU ait une pression pour qu'on libère Rekia Madougou. Mais ce qui est à noter, c'est que quand un groupe de travail composé donc d'experts, ayant eu même des contacts avec le gouvernement sur ce dossier, avec la justice sur ce dossier pour en savoir plus, ayant vérifié beaucoup de choses, quand ce groupe d'experts ou ce groupe de travail sort cette décision ou déclaration, cela a des impacts sur la considération du respect des droits de l'homme au Bénin. Ça, c'est la première chose. Sur l'évolution même du système politico-social du pays. Et donc, ce sont ces répercussions-là au niveau médiatique, social, au niveau politique. La communauté internationale va dire, mais écoutez, les experts ont prouvé qu'il n'y avait pas tellement de preuves pour pouvoir la garder en prison. Et ensuite, vous savez qu'en politique, on peut vous piéger, même pas votre propre frère, même pas votre propre épouse ou époux. Quand on veut se débarrasser de vous, on vous met au gnouf. Et pour trouver les moyens, il suffit de fouiller dans votre passé. On retrouve que vous aviez engagé un jardinier que vous n'avez pas bien payé et qui a porté plainte. Ou on vous envoie une belle fille dans votre... Ça se passe souvent chez les Blancs. On vous envoie une belle fille dans votre hôtel, comme c'était le cas de Strauss-Kahn. Et puis après, vous êtes écarté de la présidence pour un long temps, peut-être définitivement. Donc, le cas de Rekia Madougou, il faut en parler avec tact. À cette heure où nous sommes sur ce plateau, on ne peut pas dire exactement si la justice du Bénin a tort ou a raison. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes un homme politique que vous êtes exempt des poursuites judiciaires. Mais en même temps aussi, si je veux te piéger en politique, si je suis au pouvoir, j'ai tous les moyens. C'est pourquoi je dis que quand vous êtes un opposant et vous êtes en liberté, c'est parce que le pouvoir accepte de jouer au jeu démocratique. Donc elle a été piégée alors. Je n'ai pas dit ça d'une façon directe, mais je dis que le groupe de travail de l'ONU dit qu'il n'y a pas de raison suffisante rassemblée pour la garder. Et là, elle a 20 ans, c'est lourd quand même. Et 20 ans. Non, elle finira par sortir au bout de quelques temps. Et donc aujourd'hui, c'est au vu de la gravité des faits. Regardez les chefs d'accusation. À la veille des élections présidentielles, alors qu'on savait qu'elle est l'une des rares femmes à vouloir se présenter à ce scrutin présidentiel au Bénin. Et donc, sur ce dossier, ce groupe de travail de l'ONU a fait un bon travail remarquable, mais qui n'aura pas nécessairement d'impact direct sur la libération ou non de Rekia Madougou. Tout ce qu'on peut espérer, c'est peut-être une grâce présidentielle du président Talon,
et peut-être pour dégrisper un peu l'atmosphère politique, pour une vraie réconciliation, pour qu'on ne sente pas que si chacun vient au pouvoir au Bénin, on essaie d'éliminer les autres pour avoir opposition zéro, ou bien pour se créer une opposition qu'on veut, il faut poser des actes. Et c'est en cela que beaucoup d'Africains et d'analystes surtout attendent M. Patrice Talon. Alors, Achraf Ouro-Sama, il n'y a pas que ce groupe. Bien avant ce groupe, il y avait également la diplomatie française qui en avait parlé. Les deux chefs d'État en avaient parlé à Cotonou lors du récent périple d'Emmanuel Macron au Bénin. Il y avait également, entre-temps, les États-Unis qui ont un peu parlé de cela. Est-ce que selon vous, c'est une pression sur le Bénin aujourd'hui? Non, pour moi, il n'y a aucune raison que le président français fasse des observations sur une sentence d'une juridiction nationale. Ça n'a aucun sens. Talon, sur le perron de l'Élysée, n'a jamais porté un regard sur une sentence d'une juridiction nationale française. Ça, c'est le temps révolu. Il faut que les gens... C'est vrai qu'il n'a pas été dur. Oui, mais il faut que les gens... Oui, effectivement, c'est qu'il faut... Je veux mettre les pieds vraiment dans le plat. Par principe, ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Mais dans la pratique, il n'est pas interdit de s'intéresser à la question des droits de l'homme. Oui, il n'est pas... Un président de la République peut discuter d'une question de droits de l'homme concernant un citoyen, fût-il étranger ou pas. Effectivement. C'est la question, vous voulez savoir si les Béninois, eux, peuvent le faire aux Français, c'est ça. Oui, effectivement. Mais est-ce que la réciprocité existe? Non, la réciprocité n'existe pas. La faute est à qui? Les Béninois peuvent bien le faire. Les torts sont partagés. Non, mais vous m'avez posé une question. Je ne sais pas pourquoi. Allez-y. Mais autant on peut accuser les politiques d'instrumentaliser la justice dans un pays, autant on peut soupçonner les organisations des droits de l'homme, surtout Amnesty International, Humanitaire, d'instrumentaliser également certaines résolutions des Nations Unies. Ce qu'il faut savoir, voilà, à l'échelle internationale, l'autre fois nous avions parlé, disons, de l'idéologie. C'est vrai qu'il y a un défenseur des droits de l'homme ici, mais souvent lorsqu'on analyse objectivement des choses, j'ai comme l'impression qu'on est en train de nous construire une société ouverte. Et je l'ai parlé de l'idéologie du droit. On a parlé de Karl Popper, on a parlé d'un ouvrage extrêmement important qu'on appelle Open Society. Et l'idéologie des défenseurs des droits de l'homme est reposée sur cet ouvrage-là, c'est-à-dire une société ouverte. Maintenant, pour revenir à la politique, comme je l'ai dit, c'est pas Amnesty International qui a commandé. Non, je ne dis pas, je parle de l'influence des organisations des droits de l'homme sur certaines de manière générale. Parce que les organisations des droits de l'homme récupèrent les rapports, les avis, certaines recommandations, mais les recommandations des Nations Unies, c'est aussi idéologique, ça a des sous-bassements idéologiques, c'est ce que les gens oublient. Donc il y a des subtilités là-dedans. Dans le cas béninois, moi je crois qu'il faut quand même prendre les choses avec précaution. Moi je ne crois pas que Madame Rokhaya Madougou a été éliminée de la concurrence des élections présidentielles parce qu'elle serait une adversaire. Selon la justice, parce qu'elle serait une adversaire redoutable. Pour moi, elle ne pèse pas. Non, elle ne pèse pas. Pour moi, c'est du néant politique. Elle ne pèse pas politiquement sur l'échiquier national. C'est vrai, elle appartient à un parti politique qui s'appelle les démocrates. Je mets quiconque au défi de me mettre les scores honorables du Parti démocrate. Peut-être des élections antérieurement connues. Donc, vous savez, quand on a aussi le pouvoir, on peut écraser facilement. Donc, vous soupçonnez tous les régimes. Oui, mais vous semblez le dire. C'est au peuple de choisir. Non, c'est au peuple. Oui, c'est au peuple. Donc, il faut laisser tout. Non, mais c'est au peuple de choisir. C'est au peuple de choisir. C'est au peuple de choisir. Il appartient également à la justice de qualifier un certain nombre de faits et d'incriminer des gens. Et dans le cas d'espèce, les chefs d'accusation sont connus. On sait très bien que la compétence juridictionnelle est liée à l'infraction commise. Aujourd'hui, les chefs d'accusation ont été qualifiés. On a accusé la dame de terrorisme, d'avoir financement de terrorisme. Voilà, financé, disons, la mort de certains nombre de politiques, d'empêcher. Là, on est dans la tentative. Hein? Non, on est dans la tentative. Je dis au début. On est toujours dans la tentative. On est d'accord. Oui, effectivement, mais ce sont des juridiquement, on est dans la tentative. Oui, non, mais juridiquement, certes, au début, elle était présumée innocente, mais
sa responsabilité. Mais la tentative, elle est répréhensible. Elle est répréhensible. Également, sa responsabilité. Mais si elle a été condamnée par 20 ans, ce qui veut dire que la responsabilité de la dame a été établie. Exactement. La responsabilité. Par la justice. Oui, par la justice. Pas la justice bénin. Pas la justice. Pas la justice. Pas la justice bénin. Pas la justice. Le groupe de l'ONU. Emmanuel semble dire quelque chose. Quand il dit pas la justice du Bénin, vous insinuez quoi? Non, pas la justice du Bénin. Pas la justice. Le groupe d'experts de l'ONU dit autre chose. Oui, non, mais effectivement. Et quand les confrères journalistes ont posé la question au gouvernement, après ce travail fait par les experts de l'ONU, le gouvernement, jusqu'au moment où on était en train de monter sur ce plateau, n'ont pas souhaité répondre. Par contre, au moment des enquêtes, le gouvernement a bien répondu, la justice du Bénin a répondu ce qu'il faut. S'il vous plaît, monsieur Michel, j'ai la parole, je peux y aller. Il reste encore une minute. Non, ce que j'aimerais dire, c'est que les faits ont été qualifiés, nous les connaissons tous, il y a une sentence aujourd'hui qu'il faut respecter. Maintenant, mon confrère l'a dit, l'avis du Conseil des droits de l'homme, c'est des recommandations. Ce sont des avis. Or, on sait très bien que juridiquement, on sait très bien que ce sont des avis qui sont dénués de force obligatoire, qui ont seulement une autorité morale. Exactement. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune contrainte de ces décisions-là vis-à-vis des autorités béninoises. Les autorités béninoises aujourd'hui peuvent faire abstraction de cet avis-là. Bon, maintenant, est-ce que ce que je ne comprends pas, est-ce que l'avis d'une organisation internationale est, disons, établie de manière définitive, que la procédure a été bâclée, que la présomption d'innocence a été violée, mais c'est leur langage contre le langage de la justice béninoise. Bon, je crois que objectivement, il y a une justice. Au Bénin, la responsabilité a été établie et moi je prends acte de ce qui a été établi. Bon, maintenant, moi je suis pas d'accord lorsqu'on veut nous faire comprendre que Rokhaya Madougou était une adversaire redoutable et qu'elle était capable de moi je voudrais juste apporter quelques petits éléments. Faut pas que vous perdiez de vue que même à l'époque le cas de Kpacha Gnassingbé a été également l'objet du travail du groupe de travail sur la détention arbitraire, et elle avait jugé à l'époque également la détention de monsieur Kpacha Gnassingbé arbitraire. On a vu ce que ça va donner. Moi je voudrais juste ajouter un truc. Que les gens arrêtent de dire que le fait pour les pays de pouvoir s'accommoder tous ces avis, toutes ces recommandations permet à l'État d'avoir une bonne image à l'international sur la situation des droits de l'homme. Nous avons signé des conventions et des traités internationaux. Nous avons dans nos pays des codes ou des procédures qui régissent le fonctionnement d'une affaire devant une justice et tout. Et si, sur la base, toutes ces procédures ont été respectées, je ne vois pas l'intérêt pour un pays de pouvoir plaire à un autre pays étranger, parce que tout ce que nous faisons concourt à la cohésion sociale, au bien-être social des citoyens. Et autre élément, c'est que quand vous êtes dans un pays comme comme vous êtes là, on va marquer la petite pause, on revient pour la suite.